Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères entreprises, chers partenaires de notre belle filière aéronautique, aérospatiale et défense. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle conférence en ligne. Donc, nous allons aborder aujourd'hui les actualités juridiques de la protection sociale complémentaire. Je vous souhaite évidemment la bienvenue à bord. Je vais vous faire un rappel des fonctionnalités qu'offre cette plateforme. Donc, vous avez à votre disposition un onglet chat qui vous permettra d'interagir avec nous tout au long de cette conférence. Vous avez également un onglet qui est important, c'est l'onglet questions. Donc, on vous demandera de nous adresser toutes vos interrogations via cet onglet. Et enfin, un onglet sondage. Donc, on vous adressera un sondage au terme de cette conférence. On vous enverra également le support de présentation et l'accès au replay. Sans plus attendre, je vais laisser nos intervenantes se présenter. Donc, Charlotte, voilà, je te laisse très simplement te présenter. Bonjour à tous, Charlotte Bertrand, avocate associée du cabinet Froment-Briens au sein du pôle protection sociale complémentaire. Pour certains d'entre vous, on s'est probablement vu, mais pas pour de vrai, l'année dernière pour le même événement. Merci IPK en tout cas de renouveler cette expérience. À toi. Bonjour à tous, donc Florence Samin, je suis la responsable juridique d'IPK Prévoyance. Donc je souhaite à tous la bienvenue et merci pour votre présence. Merci mesdames, et donc moi-même, Ludovic Pruvot, je suis en charge du développement commercial chez IPK. Le sommaire de notre conférence, je commencerai par un rappel sur les convictions d'IPK, et puis on rentrera très rapidement dans le vif du sujet, puisque nous aborderons les nouvelles catégories objectives avec un état des lieux, les critères numéro 1 et numéro 2, le devenir de l'article 36, et puis le planning de mise en œuvre. On abordera ensuite la suspension du contrat de travail, qu'elle soit indemnisée ou non indemnisée, et on terminera par les dernières actualités avec un focus sur le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, la formalisation des régimes et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, donc à ce stade en avant-projet. Alors, IPK, nos convictions, déjà rappelé qu'IPK, c'est l'institution de prévoyance des entreprises de construction aéronautique. IPK a été créé il y a maintenant plus de 70 ans par et pour les entreprises de la filière aéronautique. IPK, c'est un organisme à but non lucratif. Il est important de le rappeler, donc nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, il n'y a pas de recherche de profit et nous redistribuons notamment au travers des services que nous mettons à disposition de nos entreprises et également de l'action sociale. Donc cette conférence s'inscrit pleinement dans l'accompagnement et l'aide que nous souhaitons apporter aux entreprises et partenaires de la filière. Vous pourrez d'ailleurs retrouver, si vous le souhaitez, l'ensemble des conférences que nous avons tenues sur notre chaîne YouTube, je le précise, donc IPK, notre chaîne YouTube, où on a déjà fait des conférences sur le deuxième avis médical, la téléconsultation et également des webinaires de prévention sur les bonnes postures et sur l'optique également. Donc voilà, vous pourrez retrouver l'ensemble des conférences sur notre chaîne YouTube. Je vais laisser tout de suite Charlotte commencer sur les catégories objectives.
Donc, en effet, ce premier sujet qui nous intéresse d'autant plus que ça fait maintenant 2017 à 2021, 4 ans qu'on attendait avec impatience l'arrivée de ce décret. Donc, pour rappeler un petit peu l'histoire de ce décret rapidement, vous savez tous que depuis 2012, la direction de la sécurité sociale, en tout cas le gouvernement, avait créé une liste limitative de 5 critères permettant de définir des catégories objectives du personnel et d'être, selon le cas, présumé ou non présumé, conforme aux règles d'exonération de cotisation de sécurité sociale du financement patronal des régimes. Pour le coup, parmi ces 5 critères, les 2 plus utilisés, parce qu'en tout cas, les plus sécurisés parce que systématiquement présumés conformes aux règles d'exonération étaient le critère numéro 1 et le critère numéro 2. Le 1, ce sont les cadres et les non-cadres tels que définis par les articles 4, 4 bis et 36 de la C7 de 47. Et le critère numéro 2, c'était les tranches de rémunération, là encore, telles que définies pour servir d'assiette aux cotisations des régimes de retraite complémentaires, AGIRC et ARCO. Donc, c'est des critères que depuis 2012, vous avez beaucoup utilisés chez vos clients, surtout le critère 1 de cadre et de non-cadre, en rappelant, parce qu'on exigeait que soit rappelée la précision sur les numéros des articles de la C7 de 47 qui étaient concernés. Or, justement, à effet du 1er janvier 2019, mais par un ANI du 17 novembre 2017, vous savez bien que l'AGIRC et l'ARCO ont fusionné, qu'il n'y a donc désormais plus qu'une seule et unique caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARCO, qui concerne tout autant, dans les mêmes conditions, les cadres et les non-cadres. Il n'y a donc plus de différence particulière en matière de retraite complémentaire à être cadre ou à être non-cadre. La CCN de 47 s'est donc vue substituer l'ANI du 17 novembre 2017 et de fait, les articles 4, 4 bis et 36 de la CCN de 47 ont disparu. En tout cas, ils sont sortis de l'environnement juridique et du droit positif français. Pour autant, donc, dès le 1er janvier 2019, une inquiétude est née, consistant à savoir si on pouvait continuer, tant qu'en tout cas on n'avait pas les nouvelles définitions et les nouvelles catégories objectives, si on pouvait continuer à utiliser ces anciennes références qui certes étaient devenues obsolètes, mais dans l'attente de mieux, la DSS avait fort heureusement, on n'en doutait pas trop, mais bon, ça va mieux en le disant, validé le fait de permettre à toutes les entreprises qui avaient des anciens dispositifs qui faisaient référence aux anciens textes de poursuivre ces appellations jusqu'à ce qu'un nouveau décret intervienne et donne les nouvelles règles du jeu. C'est donc désormais chose faite, puisque ce nouveau décret est donc intervenu le 30 juillet 2021, publié au JO du 31, ce qui, on le verra, était le dernier jour permettant une entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Donc, que prévoit ce décret du 30 juillet 2021 ? Il réécrit en effet les critères numéro 1 et numéro 2 pour ne plus faire référence aux anciens textes, mais y substituer des références contenues dans le nouvel ANI du 17 novembre 2017. En 2 mots, l'article 4 devient l'article 2.1 de l'ANI du 17 novembre 2017. L'article 4 bis devient l'article 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. En l'état, le nom est différent, le numéro de l'article est différent, mais dans le contenu de la population ainsi visée, les anciens articles 4 et 4 bis de la C7 de 47 sont strictement identiques, strictement symétriques, ça regroupe exactement les mêmes personnes que les nouveaux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Donc, jusque-là, c'est très simple. Si vous aviez des clients où il était écrit 4, 4 bis, il suffit purement et simplement de transformer par 2.1, 2.2. C'est la même manière de dire, enfin, c'est une manière différente de dire exactement la même chose et de viser exactement les mêmes gens. Là où, vous le voyez bien, il reste aujourd'hui un sujet au titre de ce critère 1, ce sont pour les anciens articles 36.
Pourquoi? Parce que précisément, les anciens articles 36 n'ont pas trouvé de relais, n'ont pas trouvé changer les slides, n'ont pas trouvé de correspondance strictement identique, et c'est normal puisque en fait ça n'a plus de sens au sens de l'Agirc-Arrco, et en termes de retraite complémentaire ça n'a plus d'intérêt. Donc les anciens articles 36 n'ont pas trouvé leur retranscription à l'identique au sein du nouvel ANI du 17 novembre 2017. Donc les articles 36, ça n'existe plus. Pour autant, le gouvernement, lorsqu'il a écrit ce décret du 30 juillet, a sûrement été alerté du fait que il y avait quand même beaucoup d'entreprises qui avaient pu assimiler leurs anciens articles 36 aux catégories de cadres 4 et 4 bis. Et donc, on avait beaucoup d'agents de maîtrise relevant des articles 36 qui pouvaient aujourd'hui être intégrés à des régimes de cadres. Donc, si demain, la seule et unique manière de définir des cadres se limitait à une référence à 2.1 et 2.2, qui correspondent strictement à 4 et 4 bis, de fait, les articles 36 sont déqualifiés et tombent dans le régime des non-cadres. C'est la raison pour laquelle, afin d'éviter cela, le gouvernement a permis, dans ce décret du 30 juillet, aux partenaires sociaux au niveau des branches de prendre la décision, s'ils le souhaitent, de conclure des accords collectifs visant à assimiler des niveaux de coefficients inférieurs, donc l'équivalent des anciens articles 36, à des salariés cadres, au titre du bénéfice des régimes de protection sociale complémentaire, et de déposer ces accords qu'ils concluraient en ce sens auprès de l'APEC, et qui, donc, si l'APEC agrée ces accords, et pour le coup, on a une sorte de résurrection des articles 36, qui ne s'appellent plus comme ça, grâce aux partenaires sociaux des branches qui auront pris la décision de les recréer, de faire revivre cette catégorie-là, afin de pouvoir continuer à leur appliquer les mêmes régimes que les cadres. Il me semble que dans vos secteurs, globalement, c'est ce que tu me disais, Florence, de toute façon, il y en a très, très peu. Alors, nous, en tout cas, sur notre portefeuille côté IPK, on est assez peu concernés par le sujet. On a eu le cas de figure, on va dire, d'un contrat qui avait pu nous poser quelques difficultés. Toutefois, c'était un contrat qui était en prévoyance lourde et on a pu, si vous voulez, se retomber sur nos pattes en reprenant une classification conventionnelle au sens du critère ici qui est le numéro 3. Et ça nous a permis, si vous voulez, de contourner le problème. Donc, à ce stade, en interne, en tout cas, nous, on n'a pas forcément remarqué énormément de sujets ou de litiges visant les articles 36 qui, on va dire, pour nos clients, sont plutôt, on va dire, mis avec les non-cadres de façon générale, s'ils existent. Après, je sais que sur d'autres secteurs, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, après, la seule chose, c'est que le délai imparti pour obtenir une négociation ainsi que faire l'agrément par cette fameuse commission paritaire APEC, les partenaires sociaux sont un peu mis au pied du mur, puisque pour le coup, ce type de négociation prend toujours beaucoup de temps, c'est toujours compliqué, et on n'est pas du tout sûr, si vous voulez, que les délais impartis seront suffisants pour permettre d'aboutir à un accord de branche qui permet de retranscrire dans les temps la catégorie. On verra, écoutez, comment ça va se passer et comment ça va se transposer dans la réalité. Donc, ouais. Hop. Donc ça, c'était pour le critère 1. Donc, en 2 mots, si vous aviez des régimes prévoyance ou frais de santé, ensemble du personnel, bien évidemment, pas de sujet. Si vous aviez des régimes exprimés comme les cadres tout court, on peut imaginer que la même tolérance que par le passé sera maintenue, consistant à dire que dès lors que vous aviez visé que les cadres tout court, sans référence à aucun texte, ça veut dire que c'était les anciens 4, ça veut dire que ce sont les nouveaux 2.1, et donc on pourrait normalement continuer à pouvoir utiliser cette terminologie sans précision. Si vous aviez des clients, ou si vous, en interne, vous aviez des régimes pour lesquels la catégorie de bénéficiaires était expressément visée comme 4 et 4 bis, aucun problème, on verra dans quel timing, mais aucun problème. Il suffit de modifier 4 et 4 bis par 2.1 et 2.2 et ça ne change rien, c'est tout pareil. Il n'y a que dans l'hypothèse où les entreprises avaient fait le choix de retenir des catégories 4, 4 bis, 36 ou
tous les salariés affiliés à la GIRC, avec cette terminologie-là, et s'il y avait derrière ces salariés affiliés à la GIRC des 36, là, effectivement, il y a un peu urgence, entre guillemets, parce que, comme le disait Florence, on va y revenir, si on a quand même une période transitoire relativement longue, on sait que pour réussir à ouvrir des négos au niveau des branches, négocier, conclure des accords en ce sens, les faire déposer et les faire agréer, alors qu'à l'heure où on se parle, nous n'avons aucune visibilité sur la manière dont la commission paritaire de l'APEC appréciera les critères permettant de considérer qu'on peut ou pas agréer, que ça rentre dans les conditions. Aujourd'hui, on est vraiment dans une réelle incertitude sur le pouvoir de contrôle et les modalités d'appréciation que la commission paritaire de l'APEC mettra en œuvre pour apprécier si elle agrée ou si elle n'agrée pas. Là, pour l'instant, vraiment, on ne sait pas. Donc, pour le critère 1, c'est tout. On en vient donc au critère 2, alors qui, lui, est vraiment très simple. L'ancien critère 2, donc je vous rappelle que c'était les catégories définies par référence au niveau de rémunération des salariés concernés. Dans le texte du décret, donc dans le critère 2 de R242.1.1, n'était implicitement validé que les seuils 1 et 4, parce que étaient validés les seuils définissant les limites inférieures des tranches de rémunération, donc c'était 1 et 4. Mais ensuite, par la circulaire du 30 janvier 2019, la direction de la sécurité sociale avait très rapidement validé, 2009, hein, pas 2019, avait très rapidement validé l'utilisation des critères 2 et 3. Donc, en réalité, depuis 2009, on sait qu'on peut utiliser ce critère 2 en... Le décret, il est de 2012. Donc, effectivement, 2013, c'était la circulaire. Mais non, ça ne peut pas être celle de 2009. C'est la circulaire de 2013 qui était venue valider donc la possibilité d'utiliser un seuil de rémunération qui permet de faire un curseur entre ceux qui gagnent moins et ceux qui gagnent plus. Ça, on peut le faire à 1 pass, 2 passes, 3 passes, 4 passes. Donc, on définit 2 catégories objectives de personnel, les salariés gagnant moins de 1 pass ou plus de 1 pass, et idem pour 2, 3, 4. 8 plafonds de la sécurité sociale à l'originalité d'être validés, certes, mais uniquement pour définir une catégorie de salariés dont la rémunération est inférieure à 8 passes. Supérieure à 8 passes, ça ne marche pas. Ce n'est pas une catégorie objective du personnel. Inférieure à 8 passes, ça marche. Donc, pour le coup, ça, c'était déjà pareil avant. C'est juste qu'aujourd'hui, parce qu'il était fait référence aux anciens textes AGIRC et ARCO, il y a une substitution des références textuelles et finalement une expression directe sur les multiples de plafonds de la sécurité sociale. Comme ça, c'est plus simple. Mais on a toujours le 1, le 2, le 3, le 4 où on peut faire inférieur ou supérieur et le 8 où on ne peut faire que inférieur et pas supérieur. Donc ça, c'est écrit différemment, mais c'est la même chose. Hop. Donc, on en vient justement à la question de savoir quand est-ce qu'il va falloir qu'on se mette en adéquation avec ces fameuses nouvelles règles qui, comme on l'a vu, hein, et surtout si vous n'avez pas de problème article 36, sont vraiment pas du tout terribles et il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Donc, ça devrait très bien se passer. Il n'y a vraiment que les 36 qui vont être un petit peu plus problématiques. Mais si vous n'en avez pas, c'est une lettre à la poste. En théorie et par principe, le décret entre en vigueur, comme on le disait tout à l'heure, au premier jour du 6e mois qui suit sa publication au JO, ce qui nous amène au 1er janvier 2022. Donc, toutes ces nouvelles règles vont entrer en vigueur au 1er janvier 2022, si ce n'est que le pouvoir réglementaire a, comme à son habitude, prévu une période transitoire de mise en application pour les entreprises qui disposaient d'ores et déjà de régimes antérieurement à la réforme, qui faisaient référence aux anciennes références antérieurement à la réforme. Pour celle-là, il y a donc à nouveau une période transitoire de mise en conformité progressive qui arrivera à échéance le 1er janvier 2025, sous réserve que dans l'intervalle, 1er janvier 2022, 1er janvier 2025, l'entreprise n'ait procédé à aucune modification au titre de la catégorie de bénéficiaires du régime. Donc, le régime peut être modifié sur tout, sauf sur la catégorie de bénéficiaires. Si le régime est modifié sur la catégorie des bénéficiaires, c'est assez logique. Le gouvernement considère que
autant faire d'une pierre deux coups, quitte à envisager de modifier l'acte juridique fondateur sur la catégorie de bénéficiaires, autant aller jusqu'au bout et en profiter pour se mettre immédiatement en adéquation et en conformité avec les nouvelles références des nouveaux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI de 2017. Est-ce que tu as des... Non, ça va se passer assez facilement. Après, bien évidemment, nous, on va vous inciter de façon générale à ne pas attendre le dernier moment pour se retrouver un petit peu dans un goulot d'étranglement, puisque bien évidemment, la mise à jour, elle va devoir se faire, un, dans l'acte juridique et deux, dans le contrat d'assurance. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire ça de façon concomitante. Bien évidemment, il n'est pas indispensable d'attendre le dernier moment, tout en sachant que, comme Charlotte, tu l'as expliqué, il n'y a pas vraiment de changement fondamental, sauf si on est concerné par des articles 36. Mais dans ces cas-là, j'ai envie de dire, il faut quand même se poser la question dès maintenant et réfléchir qu'est-ce qu'on veut faire et comment on va essayer de solutionner le sujet pour satisfaire tout le monde. Mais l'idée, c'est pas forcément attendre jusqu'au 1er janvier 2025. Et éventuellement, comme si vous voulez, c'est vraiment on va dire une évolution de forme plus qu'autre chose. L'idée, c'est de faire ça un petit peu au fil de l'eau. Lorsqu'il y a une renégociation d'un point dans l'acte juridique, autant, si vous voulez, basculer sur la modification de la catégorie objective. Comme ça, c'est fait et vous n'avez pas à vous dire « Ah bah mince, je suis au mois de septembre 2024, c'est la cata, il faut absolument que j'organise une négo pour mettre à jour mes catégories objectives, mais mes partenaires sociaux, ils sont pas d'accord, ils veulent pas ou ils veulent obtenir autre chose. » Et donc, ça, voilà, l'idée, c'est pas forcément de se retrouver au pied du mur et d'attendre au dernier moment. L'idée, c'est de faire ça gentiment au fil de l'eau et au fil, quand ça peut être pertinent. Et après, oui, la question des actes d'ici le 1er janvier 2022. On va y revenir avec les suspensions du contrat de travail. Mais donc, comme on vient de le dire, non, nous, la réponse à cette question-là, quid de la rédaction des actes d'ici le 1er janvier 2022 ? Là, encore une fois, nous, on a eu la question de plusieurs clients qui nous disent je ne comprends même pas comment il peut y en avoir plusieurs. Enfin, c'est par l'intermédiaire d'intermédiaires d'assurance, il semblerait qu'il y en ait plusieurs. Des entreprises qui n'avaient rien, donc on va dire qu'on est forcément en prévoyance lourde, qui veulent à tout prix mettre leur 36 avec leur cadre, alors que c'est plus dans l'air du temps, et qui se disent, c'est bon, je vais le faire aujourd'hui, là, le 6-7 octobre. Je suis avant le 1er janvier 2022, donc les nouvelles règles ne s'appliquent pas encore, et comme ça, je vais pouvoir profiter de la période transitoire jusqu'à 2025. Et laisser le temps aux partenaires sociaux des branches de conclure et de faire agréer par l'APEC des accords pour valider les anciens 36. Personnellement, je n'adhère pas trop à ce mode de raisonnement. On sait très bien aujourd'hui que c'est plus dans l'air du temps. On ne sait pas du tout ce que vont donner la situation des 36 demain. Une entreprise qui n'aurait jamais encore eu de régime de prévoyance aujourd'hui, qui englobait les 36, je trouve ça quand même extrêmement dommage d'attendre le jour où les 36 disparaissent pour se dire tiens, on va à tout prix englober nos 36 au cadre, alors que c'est justement plus du tout dans l'air du temps. Mais c'est vrai qu'on a eu la question, et ce qu'on est obligé d'admettre du point de vue strictement juridique, c'est que le décret a beau être du 30 juillet, on connaît les nouvelles règles du jeu, elles ne s'appliqueront qu'au 1er janvier 2022. Donc, dans l'intervalle du 30 juillet 2021 au 1er janvier 2022, c'est vrai qu'on reste sous l'empire des anciennes règles, et ce qui permettra ensuite de profiter de la période transitoire jusqu'au 1er janvier 2022. Donc, si on veut faire un truc bizarre, c'est vrai que c'est maintenant. Mais je ne vois pas bien l'intérêt, d'une manière générale, je me préconise rarement de faire des trucs bizarres. Oui, mais ça arrive malheureusement. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut vous préconiser, puisque c'est juste repousser le problème. Vous allez vous retrouver face à cette même problématique, cette même situation. C'est juste la repousser de 4 ans. Donc forcément, c'est pas forcément... c'est juste repousser pour mieux sauter, quoi. Donc, tout à fait. 3 ans même. J'étais en train de recompter. Ça fait 3. On a fini cette partie-là, il me semble. Voilà. Ludo, avez-vous des questions? Voilà, exactement. A priori, moi, j'ai pas vu de questions ni dans le chat, ni dans l'onglet questions. Après, vous avez été très, très clair. Donc, je propose... Alors, c'est très clair. Bon, parfait. Je propose que l'on poursuive, et puis évidemment, on reprendra le temps de répondre aux questions s'il y en a après. Voilà, et puis après, évidemment, si vous avez des questions complémentaires, on pourra toujours soit voir à la fin ou après, si vous pouvez nous adresser un petit mail, il n'y a pas de souci, on pourra regarder ensemble s'il y a des questions. Super, je vous laisse poursuivre, mesdames. Merci.
Alors, on en vient à ce second sujet qui, lui aussi, nous a beaucoup occupé cet été, parce que finalement, les deux textes, l'un, celui dont on va parler maintenant, est du 17 juin et l'autre, le décret, on l'a vu, du 30 juillet. Donc, c'est vrai qu'on a eu deux actualités en matière de règles d'exonération de cotisation de sécurité sociale qui sont tombées cet été. Et donc, notamment, vous avez dû entendre parler de cette instruction de la DSS du 17 juin qui est venue reclarifier les modalités de prise en charge et de maintien des dispositifs de protection sociale complémentaire lorsqu'on est en suspension du contrat de travail. Je vous rappelle que depuis toujours, et dès 2007 et ensuite dans la fiche 7, alors de la circulaire cette fois-ci de 2009, consolidée en 2013, on a toujours eu une partie consacrée au sort des garanties quand on est en suspension du contrat de travail. Et la direction de la sécurité sociale, depuis toujours, assez logiquement, distingue deux grandes catégories de suspension du contrat de travail. D'un côté, ce qu'on appelle les suspensions du contrat de travail indemnisées, et de l'autre, les suspensions du contrat de travail non indemnisées. Jusqu'à présent, la manière dont était définie l'indemnisation, donc ce qui qualifiait la suspension de suspension indemnisée, était définie par une énumération uniquement de 2 tirets. La DSS disait que c'est toute personne qui bénéficie pendant sa suspension, soit d'un maintien total ou partiel de salaire, soit de la perception d'IJC financée en tout ou partie par l'employeur. Donc, ces deux hypothèses-là, on savait qu'on était une suspension du contrat de travail indemnisé, qu'il y avait donc un passage en paye d'un salaire ou d'une IJC et que de ce fait, il y avait une obligation de maintien par l'employeur du dispositif et des modalités de financement comme pour un actif normal. Donc, prélèvement de la cotisation salariale sur ce passage en paye et acquittement par l'employeur de la contribution patronale dans des conditions strictement identiques à tout salarié actif. Sauf quand on est dans des hypothèses assurantielles de garantie exo, bien évidemment. Donc ça, c'était avant. Finalement, cette instruction du 17 juin 2021 prétend qu'elle est uniquement venue clarifier la situation en précisant un nouveau tiret. Elle ajoute un nouveau tiret aux deux tirets précédents pour dire il faut qu'on soit bien d'accord que finalement, ce qu'on veut entendre par suspension indemnisée, et notamment donc par période pendant laquelle le salarié perçoit soit un maintien total ou partiel de salaire, soit une IJC, c'est également des périodes pendant lesquelles le salarié perçoit un revenu de remplacement versé par son employeur. Et de là, étaient notamment visées à titre d'exemple les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu et où le salarié perçoit une allocation de reclassement, une allocation de mobilité ou par exemple une indemnité d'activité partielle. Donc ce sont des moments pendant lesquels le contrat de travail est suspendu, l'employeur verse quand même un revenu de remplacement à son salarié et c'est vrai que stricto sensu, c'était difficile de considérer que c'était un maintien de salaire, en tout cas parce que ce sont des sommes qui sont exonérées de cotisation de sécurité sociale. Donc, du point de vue de leur traitement social, elles ne sont pas qualifiables de salaire, mais elles passent en paye, notamment parce qu'il y a de la CSG-CRDS, enfin bon. Donc, avant même les instructions de fin d'année dernière qui étaient intervenues pour clarifier la situation de ces activités partielles parce qu'il y avait eu une recrudescence énorme suite à la crise sanitaire du recours à l'activité partielle. Donc, c'est parce qu'il y a eu ce recours énorme à l'activité partielle que, vous le savez, la question est revenue sur le devant de la scène, qu'à cette occasion-là, les ministères ont dit non, mais les personnes en activité partielle, il faut qu'elles aient un maintien de leur dispositif et que donc, on est venu nous confirmer, mais finalement, nous, c'était d'ores et déjà la position juridique qu'une grande majorité quand même d'acteurs de la place avait admise, c'était de dire que oui, bien évidemment, c'est une suspension indemnisée. Donc finalement, quand l'instruction du 17 juin 2021 vient le dire, elle ne fait que réitérer quelque chose qui était dans les esprits de tout le monde, quelque chose qui avait été admis avant même que le législateur ne nous le dise en juin 2020, cette fois-ci, puis la DSS en novembre 2020. Il l'avait confirmé, mais c'était déjà dans l'idée de tout le monde. Donc globalement, vous savez bien que de tout temps,
lorsque des salariés sont en congé de reclassement, par exemple, parce que ça, on n'a pas attendu la crise sanitaire pour découvrir le congé de reclassement, l'activité partielle un peu plus, mais alors le congé de reclassement était un dispositif parfaitement connu. À ma connaissance, 99,9% des entreprises organisaient un maintien des couvertures de protection sociale complémentaire pendant les congés de reclassement, étant assez convaincus que de toute façon, ça répondait à la définition de la suspension du contrat de travail indemnisé. Donc, que se passe-t-il dans ces cas-là? Et c'est bien ce que nous confirme l'instruction. Par principe, on a une obligation de maintenir les dispositifs dès lors qu'on est en suspension indemnisée, avec une assiette de cotisation et donc de prestations qui, par défaut, si on ne prévoit rien de spécial, sera le montant de l'allocation perçue. Donc l'allocation de congé de reclassement, l'allocation de congé de mobilité, l'indemnité d'activité partielle. Ce sont les revenus versés aux salariés pendant sa suspension et c'est sur cette somme, parce qu'elle passe en paye, donc il n'y a quand même rien de plus simple, que seront acquittées la part patronale et la part salariale de cotisation au dispositif de protection sociale complémentaire, comme si de rien n'était. Alors certes, avec une base réduite, puisque dans 99% des cas, là encore, le montant de la somme perçue pendant ces périodes est inférieur à 100% du salaire. Raison pour laquelle la DSS a quand même anticipé cette problématique de minoration de l'assiette des cotisations et donc par ricochet de l'assiette des prestations en disant que par défaut, c'est le montant de l'indemnisation réellement perçue, mais rien n'interdit ensuite de souhaiter par une modification particulière, prévoir une reconstitution de la base des calculs des cotisations et des prestations, par exemple, et c'est quand même le plus classique et le plus simple, en faisant référence à une assiette reconstituée temps plein sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de rémunération précédant le passage en suspension du contrat de travail du salarié concerné. Donc, on reconstitue l'assiette. Comme ça, on reconstitue, certes, ça coûte plus cher puisqu'on reconstitue une base plus élevée de cotisation à acquitter, mais en contrepartie, bien évidemment, en matière de prévoyance en tout cas, on a donc des bases de calcul des prestations en cas de sinistre, notamment de type décès, qui ne subissent aucune minoration du fait de la suspension du contrat de travail. Mais ça, il faut le prévoir. C'est-à-dire que par défaut, c'est l'indemnisation. Si on veut prévoir quelque chose de plus favorable, on peut, la DSS le valide, mais encore faut-il l'écrire dans l'acte de droit du travail ou dans un acte de droit du travail qui peut être d'ailleurs l'accord collectif de PSE. Ce n'est pas forcément dans l'accord collectif de prévoyance, ça peut être dans l'accord collectif instituant le PSE que dans les articles congé de reclassement est expressément prévu que pendant le congé de reclassement, le salarié continuera à profiter de son régime de prévoyance dans des conditions identiques à celles qui ont précédé son entrée dans le congé, c'est-à-dire avec une base de calcul des cotisations reconstituée temps plein. Aussi, certains clients l'avaient prévu. Chez nous, c'est dans les accords qui instauraient le temps partiel. Donc, ça aussi, c'est possible. Voilà, c'est un acte de droit du travail. Bien évidemment, le contrat d'assurance s'alignera sur cette rédaction. Après, nous, on a connu les trois possibilités, enfin, on va dire la possibilité par défaut qui allait de soi. Et ensuite, on s'est aligné sur les pratiques des entreprises en fonction de leurs besoins, tout simplement pour s'aligner sur ce qu'elles souhaitaient pratiquer pour que les salariés retrouvent un niveau d'indemnisation, le cas échéant, identique à ce qu'ils connaissaient par le passé. Idem d'ailleurs pour, non, c'est pas dans cette slide. Bon, en tout cas, idem pour la répartition. C'était peut-être dans celle d'avant. Bon, en tout cas, là, on vient de parler d'assiette de calcul des cotisations. C'est idem pour la répartition. C'est-à-dire que pour la répartition, par principe, c'est la même répartition que pour les actifs. Par exception, l'instruction de la DSS du 17 juin permet aux entreprises de vouloir faire une répartition plus favorable, ce qui là aussi est assez fréquent, puisqu'on reconstitue une base sur une assiette inexistante, une assiette virtuelle, ce qui fait que ça entache encore plus, la cotisation salariale va
entacher encore plus fortement puisque la personne touche un salaire réduit et on va lui appliquer une cotisation sur un salaire plein. Donc, ça va faire une cotisation proportionnellement plus lourde à supporter, raison pour laquelle il n'est pas rare que les employeurs aient décidé de manière favorable de prendre en charge ce différentiel de cotisation salariale majorée, ce qui change la répartition globale. Et ça, c'est expressément validé, là encore, par cette instruction de la DSS. Donc, pas mal de souplesse, pas mal de liberté, et tout en restant conforme au caractère collectif et aux exigences pour être exonéré de cotisations de sécurité sociale. Voilà, mais surtout bien formalisé, quoi, parce que pour le coup, pas formalisé que les pratiques, elles étaient un petit peu, on va dire, faites en fonction de ce qu'on avait envie de faire socialement, etc. C'est super important quand même d'avoir formalisé ce qu'on a prévu, tout simplement pour éviter une réaction un peu hostile d'un contrôleur qui vous dit, mais voilà, faut quand même que vous ayez, on va dire, voilà, écrit à minima ce que vous êtes en train de faire, surtout que, pour éviter d'avoir une pratique un peu trop fluctuante et qui sera pas forcément très raccord, on va dire ça comme ça. Alors, pour enchaîner sur justement cette formalisation, là, on insiste sur le fait de dire attention, formalisez bien votre pratique, mais alors justement, formalisez bien, enfin de mon point de vue, formalisez bien votre pratique lorsqu'elle est dérogatoire. Donc, lorsqu'on n'est pas dans le par défaut, c'est-à-dire le truc ultra classique, j'assois sur l'allocation de remplacement perçu et j'applique ma répartition classique. Pourquoi? Parce que quand on ne fait que ça, est-il véritablement fondamental, et on va y revenir relativement rapidement, de formaliser ce troisième cas de suspension du contrat de travail indemnisé qui vient d'être ajouté par la direction de la sécurité sociale. Aujourd'hui, je vous rappelle que une grande majorité des actes de droit du travail, que ce soit des DUE ou des accords collectifs, prévoient de manière assez classique l'hypothèse des suspensions en définissant la suspension indemnisée comme notamment la perception, on l'a vu, il y a 2 tirets, maintien de salaire ou IJC. Et c'est vrai qu'il n'y a que 2 tirets. Et aujourd'hui, dans la nouvelle instruction, il y en a 3. Toute la question consiste à savoir si nous avons une obligation de modifier l'intégralité des actes juridiques de droit du travail, donc tous les accords collectifs, tous les accords référendaires et toutes les DUE qui sont aujourd'hui en vigueur dans 100% des boîtes de France. Est-ce que s'il n'était prévu que 2 tirets, est-ce qu'il faut impérativement, et on va voir relativement rapidement d'ailleurs, que je modifie mon acte uniquement pour rajouter mon 3e tiret, celui des revenus de remplacement versés par l'employeur? Dans quel délai faudrait-il le faire? Et qu'est-ce qui a laissé penser que la direction de la sécurité sociale avait peut-être cette idée-là en tête? C'est que l'instruction justement précise que lorsque votre acte n'est pas en conformité avec la présente instruction, il y a 3 dates de mise en conformité obligatoire. La première concerne les contrats d'assurance. Donc, il y a une obligation de mettre à jour les contrats d'assurance à compter du 1er janvier 2022. Donc là, je laisserai effectivement Florence vous indiquer comment IPK va procéder à cette obligation généralisée de mise en conformité des contrats d'assurance au 1er janvier 2022. Seule exception qui a pour l'instant été prévue dans le texte de l'instruction, c'est un décalage possible au 1er juillet 2022, justement principalement pour les IP, dont les règlements sont très souvent issus de règlements de l'institution, et ces règlements, on sait très bien, ne se modifient que par une délibération à l'Assemblée générale, voilà, qui se tient à mi-année dans la majorité des cas de figure. Raison pour laquelle, là, ils ont dit, OK, on a bien conscience qu'on vous dit ça le 17 juin, une fois que vos AG viennent ou sont en cours de se terminer, et on vous dit qu'il faut modifier au 1er janvier vos règlements. Or, vos règlements ne se modifient qu'une fois par an par un passage en AG, et les AG sont, encore une fois, le plus souvent en juin. Donc, raison pour laquelle ils ont dit, c'est par principe 1er janvier 2022 ou au plus tard 1er juillet 2022, donc on attend les prochaines AG quand il s'agit de règlement ou document qui mérite une approbation à la prochaine AG. Ça, c'est pour la norme assurantielle. Donc, la norme assurantielle, 1er janvier 2022 par principe, par exception, 1er juillet 2022. Pour les normes de droit du travail, pour les DUE, 1er juillet 2022, et pour les accords collectifs, les accords référendaires, 1er janvier 2025. Donc, toute la question est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire mettre à jour mon acte et qu'est-ce que ça veut dire avoir un acte qui n'était pas en conformité avec l'instruction et pour lequel j'ai donc une obligation de mise en conformité
à l'échéance, selon le cas dans lequel je suis, à l'échéance du 1er juillet 2022, donc finalement très rapidement, ou du 1er janvier 2025 pour les accords. C'est là où nous, on a quand même un petit sujet et une petite polémique avec la direction de la sécurité sociale. C'est qu'on ne voit pas pour quelle raison une DUE, on va prendre cet exemple-là, hein, une DUE au sein de laquelle seraient expressément prévus les 2 anciens cas que sont le maintien de salaire et l'IJC, et qui en pratique peut parfaitement justifier qu'avec une rédaction de la sorte, à chaque congé de reclassement ou à chaque hypothèse d'activité partielle, cette entreprise a bien évidemment respecté les règles par défaut, c'est-à-dire maintenu les dispositifs sur une assiette constituée de l'allocation réellement perçue et avec une répartition classique, c'est-à-dire la même que pour les actifs. Dans ces moments-là, du moment que l'entreprise est en mesure de justifier que c'est bien comme ça, qu'elle l'a toujours fait et qu'elle l'a toujours compris, pourquoi? Parce qu'indirectement, de notre point de vue, le tiret 3 est une extraction du tiret 1. Avant, on n'avait que 2 tirets, maintien de salaire et IJC. Et on avait dans ce premier tiret maintien de salaire une vision un peu fourre-tout. Donc, depuis la nuit des temps, il y a des congés de reclassement. Et on a des clients qui nous disent, est-ce que le congé de reclassement est une suspension indemnisée? Oui, le congé de reclassement est une suspension indemnisée. C'était pour autant pas expressément visé congé de reclassement dans les DUE frais de santé ou prévoyance, peu importe. Les entreprises considéraient que ça faisait partie de ce qu'on appelait la suspension indemnisée parce que c'était dans la case fourre-tout maintien de salaire, c'est-à-dire somme, qui était versée par l'employeur aux salariés pendant la dite suspension. Et la pratique était exactement conforme à ce que l'instruction veut. Donc nous, on a eu un échange avec la direction de la sécurité sociale qui nous a bien évidemment confirmé que leur volonté, c'était que la pratique soit une pratique de maintien et qu'ils n'avaient pas du tout en tête que potentiellement, quand il n'y avait que les 2 tirets d'avant, c'était tout simplement parce que dans le tiret 1, maintien de salaire, il avait été apprécié de manière extrêmement large en y englobant, par exemple, les congés de reclassement ou les situations d'activité partielle. Une fois qu'on leur a dit ça, ils ont plutôt dit, bah oui, nous, tout ce qui compte, c'est que les gens soient maintenus, surtout quand on leur a fait remarquer que ça serait quand même sacrément culotté de créer une nouvelle obligation de formalisation, qui, au-delà du fait qu'elle serait contraire à la loi, hein, puisque ce n'est absolument pas une clause obligatoire qui figure dans les textes d'exonération, donc c'est une condition supplémentaire qui serait tout à fait critiquable, pour le coup, ce qui est assez rigolo, c'est qu'en même temps qu'on serait potentiellement en train de nous créer une nouvelle exigence de formalisme, on a eu en février-mars toute une communication ministérielle très large disant le droit à l'erreur, les relations cotisants-cotisés, cotisants-administration permettent de vous assurer que les URSSAF ne sont pas psychorigides et ne mettent pas du tout au premier plan des exigences qui sont de simples exigences de forme. Donc, vous savez qu'il y a eu tout un communiqué en mars pour dire plus jamais les URSSAF, enfin déjà les URSSAF ne le faisaient pas et a fortiori ne le feront pas, de fonder un redressement sur une seule défaillance formelle. Ce qui compte, c'est la pratique des entreprises. On ne va pas s'arc-bouter sur des problématiques de pure forme rédactionnelle. Donc, à l'ère où on nous dit ça, prétendre qu'on nous crée de toutes pièces, en dehors d'ailleurs de la loi, et donc, encore une fois, de manière tout à fait contestable d'un point de vue juridique, une nouvelle exigence de formalisme, c'est complètement délirant. Ceux qui, quand on leur dit, ils nous disent « Ah, mais oui, mais on est tout à fait d'accord avec vous, c'est pas du tout ça qu'on a voulu faire, on avait plutôt cru comprendre que quand il y avait écrit maintien de salaire, les entreprises n'avaient pas coutume d'y englober les autres revenus de remplacement exonérés de type congé de reclassement ou activité partielle. Mais si l'entreprise est en mesure de justifier que même bien avant l'instruction, elle a eu des hypothèses de congé de reclassement, elle a eu des hypothèses d'activité partielle et qu'elle a systématiquement maintenu dans des conditions conformes à l'instruction, on se fiche que ce ne soit pas écrit noir sur blanc dans sa DUE par un 3e tiret, dès lors que de toute façon, le principal, c'est le maintien effectif. Bon, donc, nous, en tout cas, on croise les doigts suite à ces heures d'échange avec la direction de la sécurité sociale pour se dire qu'il ne faut pas modifier, en tout cas pas tout de suite, les DUE, qu'au pire du pire,
la date de mise en conformité, c'est le 1er juillet, que donc ce n'est pas le 1er janvier, qu'on peut largement espérer que d'ici les 8 mois qui restent encore avant ce 1er juillet, on aura une tolérance de la COS ou de la DSS pour venir nous dire et nous conforter dans l'idée que ce qui compte, c'est la pratique, ce n'est pas l'écrit, et qu'on ne va pas modifier l'intégralité des actes pour rajouter un -3 là où il n'y en avait que 2, alors même que dans le fond, on ne va absolument rien changer aux modalités d'application du dispositif qui s'appliquait déjà comme ça par le passé et ce depuis toujours. Donc, on espère fortement qu'on va pouvoir échapper à cette obligation très stricte de formalisation. Au pire du pire du pire, on y verra plus clair d'ici le 1er juillet. Et de toute façon, cette modification n'aura pas en tant que telle à respecter tout un process de modification avec un quelconque délai de préavis, puisque ce n'est pas une modification. Au pire, ça sera la constatation par écrit, parce qu'on m'exige que ce soit écrit, d'une pratique existante. Donc, on aura tout loisir de soutenir que ce n'est pas une modification. Je ne modifie rien, je couche par écrit une situation existante. Donc, on pourra s'éviter le respect de tout un process qui permet effectivement de ne pas avoir à anticiper ce 1er juillet. Donc, de notre point de vue, on attend le plus longtemps possible, contrairement à ce qu'on s'est dit sur les catégories, si on peut anticiper, on anticipe. Là, autant que possible, on attend jusqu'au dernier moment parce qu'on espère largement qu'on va pouvoir bénéficier d'une tolérance confortant le fait que ce qui compte, c'est la pratique et pas l'écrit. Donc, c'est le fond, c'est pas la forme. Mais, bien évidemment, si pour une toute autre raison que celle-là, il s'avère que vous accompagnez des clients ou vous avez une autre raison au 1er janvier de réécrire votre DUE, voire votre accord collectif, il n'est jamais interdit d'être transparent sur une pratique, puisqu'encore une fois, elle correspond à ce que l'entreprise fait. Donc, coucher par écrit une pratique existante, si pour une autre raison, de toute façon, on est en train de réécrire son accord collectif ou sa DUE, on ne va pas non plus faire les mauvais bougres et vouloir à tout prix prouver à la DSS qu'ils disent que des bêtises et refuser d'écrire le -3. Quand on peut, on l'écrit. Si on réécrit les actes, on le rajoute. Ça ne mange pas de pain, c'est pas grave, on le fait. En revanche, faut-il déclencher une opération à grande échelle de réécriture de 100% des actes des normes juridiques d'entreprise pour y ajouter ce 3e tiret? Notre conseil à nous, c'est de dire non, absolument pas. On attend le plus tard possible parce qu'on pense qu'on ne le fera jamais en réalité, en espérant que d'ici le 1er juillet, la situation sera clarifiée. Je vous passe là-dessus certains de nos confrères qui, en plus, disent que si on modifie pour rajouter ça, au 1er janvier ou entre le 1er janvier et le 1er juillet, ça constituera une modification de la catégorie des bénéficiaires du régime qui fera perdre le bénéfice de la période transitoire des catégories objectives qu'on a vues tout à l'heure. On y croit, nous aussi, pas une seconde, mais voilà, il faut juste avoir en tête que certains font un peu de panique en disant non seulement il faut à tout prix modifier les actes en ajoutant le -3, et en ajoutant les actes pour ajouter le -3 entre le 1er janvier et le 1er juillet, vous constituez une modification qui fait perdre le bénéfice de la période transitoire des catégories. Donc, tout ça, c'est vraiment pour s'amuser à se faire peur. Nous, en tout cas, on n'a pas peur, parce qu'on n'a pas coutume d'avoir peur. Donc, on résiste et on part du principe que tout ça, c'est quand même vraiment n'importe quoi et que, bien évidemment, il faut que la pratique soit parfaitement conforme et qu'on ait la possibilité de le justifier, mais on ne s'emballe pas à modifier tous les actes juridiques. Oui, tout à fait, comme disait Charlotte, voilà, modifiez pas forcément rien que pour ça. Lors d'une mise à jour, pourquoi pas, effectivement. De toute façon, tout en sachant que côté contrat d'assurance, en tout cas pour IPK, on va circulariser de façon massive la disposition pour l'intégrer dans les contrats. Donc ça, ce sera fait sans difficulté particulière au 1er janvier 2022. Il n'y a aucun problème sur le sujet. On s'est déjà mis en ordre de marche pour rajouter, si vous voulez, le paragraphe qui manquait, qui finalement, comme l'indiquait Charlotte, tant que la pratique de l'entreprise est bonne, finalement, ça ne va rien changer de particulier, voire pour certaines entreprises, ça aura déjà été fait, puisque le contrat d'assurance aura déjà été modifié, parce que l'entreprise, elle avait une pratique un peu différente de celle par défaut. Donc finalement, si vous voulez,
Au niveau du contrat d'assurance, bon, vous avez eu certains assureurs qui ont pesté parce que forcément, ce n'était pas prévu et que une instruction qui sort au mois de juillet pour une circularisation générale d'un portefeuille au 1er janvier suivant, ça vous laisse même pas 6 mois pour vous mettre en ordre de marche. Ça peut être assez compliqué et assez dense et ça représente surtout une charge et des coûts qui n'avaient pas pu être anticipés. Beaucoup d'assureurs pestent sur le sujet. Pour autant, si vous voulez, on va quand même se mettre en ordre de marche. Il n'y a pas de sujet particulier là-dessus. Et en tout cas, pour la partie PK, si vous voulez, le travail il est déjà fait et le publipostage, on va dire, va être adressé. Donc ça, il n'y a pas de sujet particulier. Et effectivement, comme disait Charlotte, à ce stade, je partage plutôt l'avis de Charlotte sur le fait que est-ce qu'on vous recommandera de spontanément modifier votre acte juridique pour rajouter ce tiret? Je vous dirais que non, parce que pour le coup, j'ai même vu pléthore d'actes qui ne prévoyaient aucune mention particulière sur la suspension du contrat de travail en tant que tel, se référer éventuellement à la réglementation applicable. Tant que la pratique de l'entreprise est saine et qu'elle a appliqué correctement les dispositions de la circulaire qui datait maintenant de cette fiche numéro 7 de 2009, j'ai envie de vous dire, tout va bien, il n'y a pas de problème particulier. Après, sauf pratique un peu bizarre ou, on va dire, particulière ou personnelle, là, il faudra regarder. Mais de façon générale, pour l'instant, ce n'est pas la peine de sauter dessus. On apportera la modification si l'entreprise veut prendre aucun risque parce que c'est son choix, hein, tout simplement, ou parce qu'elle fait une mise à jour autre et que si vous voulez, comme disait Charlotte, ça ne mange pas de pain, de le glisser dedans et de se sécuriser un petit peu plus, pourquoi pas. Peut-être la question d'Amandine Marcella, ou est-ce qu'on prend à la fin les questions? Comme tu l'as traité de toute façon. Non, c'est la question de savoir si on peut le faire. Ça, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée. Si effectivement, oui, on la prend maintenant ou on la prend à la fin? Exactement. Profitons-en. On va traiter la question d'Amandine. Je remercie d'ailleurs Amandine pour sa question, si vous en avez d'autres. Donc, je ne sais pas si tout le monde la voit ou si je la redis. Bon, en tout cas, la question d'Amandine. Ludovic, tu disais quelque chose? Je disais, tu peux la relire, ou du moins, allez, je vais la lire, je vais vous faire plaisir. Alors, Amandine nous dit « Bonjour, à votre sens, peut-on prévoir une répartition plus favorable, assiette plus favorable, uniquement pour un seul type de suspension de contrat de travail indemnisé ?» Donc, c'est effectivement une question qui s'est posée parce qu'à la lecture de l'instruction, ils ne font pas particulièrement de différence. C'est-à-dire, ils disent par défaut, il se passe ça. Et puis, donc, il y a d'abord un grand A où il y a les 3 cas listés, maintien de salaire, IJC et revenu de remplacement. Donc, il y a une énumération de la définition de la suspension indemnisée. Ensuite, il y a un grand B qui nous dit l'assiette, par défaut, c'est ça, et si vous voulez, vous pouvez faire mieux. Et puis, le grand C, c'est la réparte, et c'est par défaut, c'est ça, et si vous voulez, vous pouvez faire mieux. Et donc, vu qu'il n'était pas particulièrement précisé la question de savoir, oui, mais si je décide de faire mieux, est-ce que je dois forcément le faire pour l'intégralité des suspensions du contrat de travail indemnisé telles que visées au grand A? Nous, depuis toujours, on a répondu que oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Déjà parce que ça nous paraissait logique, mais bon, on ne partage pas forcément toujours, bien au contraire, la même logique que la DSS. Mais ce qui nous avait donné l'impression que c'était bien eux aussi leur position, avant même qu'ils nous le confirment oralement, c'était dans les exemples qui suivent. C'est-à-dire que dans tous les exemples qui suivent, parmi lesquels ils prennent des exemples d'entreprises qui auront décidé de faire quelque chose de plus favorable, que ce soit assiette ou réparte, pour leurs salariés, thématiquement pour des salariés dans une situation particulière, et notamment tous les exemples qu'ils prenaient, c'était les exemples de l'activité partielle. Donc, ce qui donnait donc un éclairage assez évident à travers les exemples, qu'il était possible que l'entreprise décide de faire un truc plus favorable que pour les salariés qui étaient en activité partielle, sans forcément donner l'impression que si on le faisait pour le salarié en activité partielle, on serait également obligé de le faire pour le salarié malade ou le salarié en congé de reclassement. Donc, grâce à ces exemples et grâce au fait que ça nous semblait logique, pour nous, c'était déjà évident qu'on pouvait différencier le par défaut ou le plus favorable selon les cas
de suspension du contrat de travail indemnisé. Et je vous confirme que lors des nombreux échanges qu'on a eus avec la direction de la sécurité sociale, alors eux, ils n'avaient même pas pensé que la question se posait, même si ils comprennent maintenant pourquoi on se l'est posé. Mais alors, il n'y avait absolument aucun doute et aucun débat pour eux sur le fait que, bien évidemment, rien n'oblige à ce que si on décide de faire quelque chose de plus favorable, on soit dès lors contraint de le faire pour 100% des cas de suspension du contrat de travail indemnisé. Pas du tout. Donc, pas d'inquiétude là-dessus, c'est très clair. Donc, on poursuit après la suspension indemnisée sur la suspension non indemnisée. Donc, la suspension non indemnisée, c'est l'autre, c'est celle pendant laquelle le salarié ne perçoit ni salaire, ni revenu de remplacement, ni indemnité journalière complémentaire, ni rien du tout. Donc, ce sont les exemples classiques de congés sans solde, comme on les appelle, congés sabbatiques, divers et variés. Donc, depuis toujours, là encore, depuis la fiche 7 de 2009 et réitérée là pour le coup dans cette instruction du 17 juin 2021, ils ont là pas été très originaux. Ils ont recopié la fiche 7 telle qu'elle existait sans apporter de précisions nouvelles. Et c'est tant mieux, parce que quand on voit, quand ils nous en apportent les complexités et les questions que ça pose, on est ravis, même si en réalité, il est largement perfectible. Ce paragraphe sur la suspension du contrat de travail indemnisé aurait mérité un petit toilettage et des petites précisions, mais finalement, on se dit que quand ils en apportent, ça fait plus de mal que de bien. Donc, un bon vieux copier-coller d'un texte qui fonctionne et avec lequel on s'accommode comme on peut depuis 2009, ça nous va bien. Donc là, rien de nouveau sous le soleil dans l'absolu. Aucune obligation de maintien dans les hypothèses de suspension du contrat de travail indemnisé. L'employeur fait ce qu'il veut. Il n'a pas d'obligation de maintenir, mais il peut décider de maintenir s'il le souhaite. D'une manière assez classique, il est assez fréquent de prévoir qu'il y a une possibilité de maintien si le salarié le souhaite, de manière facultative, donc s'il le demande, et sous réserve dans ces cas-là que le salarié s'acquitte de l'intégralité de la cotisation y afférente, en ce compris sans participation patronale, c'est ce qui est quand même très fréquemment prévu, avec donc, vu qu'il y a une impossibilité de précompte de la cotisation, puisqu'il n'y a justement plus d'indemnisation et donc plus de passage en paye, on est dans du sans solde, il faut tout simplement penser à organiser les modalités de récupération de cette cotisation en direct du salarié vers l'assureur par des prélèvements sur compte en banque ou des choses comme ça, plutôt que des payes négatives qui, si par extraordinaire le congé devait durer, pourrait ensuite amener à un gros montant qui reste à la charge finalement de l'employeur et qui est susceptible de rester impayé. Oui, ça pose des difficultés pratiques certaines. Tout à fait. Donc, pour ces suspensions du contrat de travail indemnisé, donc encore une fois, rien de spécial, c'est ce qu'on disait, il n'est pas rare que les suspensions du contrat de travail indemnisé soient d'une durée inférieure à un mois. Il n'y a pas forcément un mois, il n'y a pas forcément un mois entier pendant lequel, donc finalement, il y a quand même une paye, donc finalement, il y a quand même une assiette et finalement, il y a quand même un maintien, certes sur une assiette réduite, mais il peut y avoir certaines hypothèses de suspension du contrat de travail qui, en pratique, sont un peu négligées parce que c'est quelqu'un qui a pris 3 jours de congé sans solde. Bon, sur le mois de mars, il a 3 jours de congé sans solde. Ça n'a pas un effet énorme sur le maintien de ses couvertures de protection sociale complémentaire. Donc, en pratique, l'application normale des choses font que ça n'a pas de lourdes conséquences. C'est vrai que c'est surtout le congé parental qui peut durer plusieurs mois entiers sans solde et donc sans rémunération sur laquelle la question se pose le plus fréquemment. On va y venir. Finalement, la nouvelle hypothèse de suspension du contrat de travail non indemnisé qui fait couler de l'encre aujourd'hui et qui pose pas mal de questions, on va y revenir dans la partie qui suit, c'est que finalement, un tout nouveau cas de suspension du contrat de travail non indemnisé vient de surgir avec les fameux salariés qui violent l'obligation vaccinale, qui ne respectent pas leur obligation vaccinale, pour lesquels le contrat de travail est suspendu sans rémunération, donc c'est bien une suspension du contrat de travail non indemnisé, mais pour lesquels, de manière totalement inverse à tout ce que je viens de vous dire, alors même que les règles URSSAF sont très claires et qu'encore une fois, cette circulaire de juin, du 17 juin, prévoyait qu'il n'y avait aucune obligation de maintien, la loi du 5 août
est tombée donc pas très longtemps après et est venue créer la première hypothèse de suspension du contrat de travail non indemnisé, au titre de laquelle l'employeur se voit néanmoins contraint par une loi, un texte légal d'ordre public, de maintenir les dispositifs de protection sociale complémentaire. Et on va voir que on ne sait pas bien comment il va le faire. Tout à fait, tout en sachant que c'est vrai que pour les cas de suspension du contrat de travail non indemnisé, de façon générale, les assureurs vont offrir éventuellement, le cas échéant, mais ce n'est pas systématique, hein, attention, une possibilité de maintenir les garanties principalement en frais de santé. En prévoyance lourde, c'est plutôt exceptionnel et la seule garantie qui pourra être visée dans ce cas-là, c'est la garantie décès exclusivement, mais vous n'aurez pas en général de maintien de garantie au titre des arrêts de travail ou d'une potentielle invalidité. C'est des pratiques tout simplement de provisionnement, etc., côté assureur, qui sont trop complexes et trop difficiles à déterminer, voire trop coûteuses. Donc, si vous voulez, elles sont un petit peu écartées d'office. Bon, c'est vrai, comme disait Charlotte, la majorité des toutes petites suspensions, elles sont sans conséquence sur le maintien des garanties. Les plus longues, on a aussi une recrudescence des congés sans solde. Maintenant, les gens voyagent beaucoup. C'est très à la mode de prendre un congé sabbatique pour faire le tour du monde. Bon, pas trop en ce moment, hein, malheureusement, mais voilà. Mais c'est devenu très à la mode. Après, dans ces cas-là, ne pas oublier, voilà, éventuellement, soit un maintien des garanties frais de santé de sa couverture d'entreprise, c'est toujours quelque chose de pris, hein, puisque bon, c'est une garantie mutualisée avec un niveau de couverture qui ne serait pas forcément équivalent à ce qu'on pourrait retrouver individuellement. Par contre, attention, ne pas oublier une couverture prévoyance quand même, par exemple, si vous partez faire le tour du monde. Voilà, c'est quand même pas neutre de se recouvrir un tout petit peu, on ne sait jamais. Voilà. Effectivement, surtout pour le décès, comme tu disais, parce que l'incapacité de travail, finalement, ça a du sens que vous considériez que vous ne le couvrez pas, parce que l'incapacité de travail, c'est verser un revenu pour quelqu'un qui perd son revenu parce qu'il est malade. Quelqu'un qui est parti 1 an en congé sabbatique, il avait donc déjà anticipé le fait que pendant 1 an, il n'allait pas avoir de salaire. On peut se demander, de toute façon, il n'est pas légitime à percevoir un maintien de salaire parce qu'il n'est pas privé de son salaire à cause de sa maladie, puisqu'il était privé de son salaire à cause de son congé sabbatique. Donc, c'est assez logique qu'il n'y ait que le décès qu'il soit pertinent de maintenir dans ces hypothèses. Voilà. Mais ce n'est pas systématique non plus, donc c'est une disposition qui est à prévoir explicitement dans son contrat d'assurance, donc le cas échéant. Par contre, bien évidemment, si ce n'est pas prévu, ça veut dire qu'il n'y a aucune garantie en prévoyance lourde qui est maintenue en cas de suspension non indemnisée. Donc, ça veut dire que, par exemple, un salarié qui, je ne sais pas moi, part il veut faire une formation autre pendant 3 mois, un accident de la circulation, donc il ne sera pas couvert. D'accord, donc quand même à garder en tête pour voir quel niveau de couverture on veut proposer ou pas. Parce qu'évidemment, ce n'est pas quand le salarié est soit décédé ou, on va dire, très gravement blessé qu'on va toquer à la porte de l'assureur en disant « j'ai changé d'avis », etc. Ça va être assez compliqué à changer ou à modifier pour couvrir le sinistre. Donc, il faut anticiper un tout petit peu la chose. Donc voilà pour cette instruction sur les suspensions du contrat de travail indemnisé ou non. Est-ce que vous avez des questions autres que celles d'Amandine sur cette partie-là? Je n'en ai pas vu, Florence, Charlotte, donc je vous propose de continuer. Il y a encore trois sujets à traiter, donc on pourra être sur le bon timing. Alors, pour le coup, donc là, les dernières actualités, on vient déjà de dévoiler un peu le suspense en ce qui concerne le pass sanitaire. Donc, pass sanitaire et obligation vaccinale. Alors, d'abord, effectivement, on rappelle rapidement la différence entre les deux. L'obligation vaccinale, ce sont des personnes principalement dans les secteurs médico-sociaux et sanitaires, hôpitaux, voilà, les lieux de ce type, qui ont, eux, à titre personnel, une obligation d'être vaccinés pour avoir le droit de continuer à exercer leur métier. L'autre, ce sont les salariés qui sont soumis au pass sanitaire, mais c'est-à-dire comme nous, comme n'importe qui. C'est-à-dire, vu que pour être consommateur dans un restaurant, il faut montrer son pass sanitaire, ça veut dire que le serveur dans un restaurant, il est censé avoir un pass sanitaire. Vu que pour aller dans certains centres commerciaux de taille supérieure à 20 000 m², il faut présenter un pass sanitaire. Vu que pour aller au cinéma, il faut présenter un pass sanitaire. Voilà, tous ces endroits pour lesquels le consommateur lambda a l'obligation
l'obligation de présenter un pass sanitaire, il est quand même assez logique que si le consommateur lambda qui passe et qui repart, il a l'obligation de présenter son pass sanitaire, les gens qui y travaillent toute la journée ont également non pas une obligation vaccinale, mais une obligation de présentation du pass sanitaire. Et donc, pourquoi est-ce que je fais bien la différence entre ces deux situations? Puisque de manière, à mon avis, surprenante et donc, à mon avis, par erreur, les règles qui s'appliquent en matière de protection sociale complémentaire qui ont été prévues par la loi du 5 août ne sont pas les mêmes selon les deux cas. Dans les deux cas, du point de vue du droit du travail, lorsque le salarié ne respecte pas soit son obligation de présenter un pass sanitaire pour se présenter sur son lieu de travail, soit son obligation d'être vacciné pour aller travailler, dans les deux cas, il est prévu que l'employeur a la possibilité que cela suspend le contrat de travail du salarié et que cette suspension s'accompagne d'une interruption du versement de la rémunération. Donc, dans les deux cas, l'employeur qui est confronté à un salarié dans cette situation-là déclenche une suspension du contrat de travail non indemnisé puisqu'il n'y a pas de versement de la rémunération. Et ce n'est que dans l'hypothèse du salarié qui viole son obligation vaccinale que le texte de loi du 5 août a rajouté le fait de dire que pendant cette suspension du contrat de travail non indemnisé, le salarié doit conserver le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. Donc, ce n'est que pour les salariés, non pas qui ne respectent pas le pass sanitaire, mais qui ne respectent pas l'obligation vaccinale, que le législateur a rajouté cette obligation de maintien des couvertures de protection sociale complémentaire, alors même qu'on est, comme on l'a vu tout à l'heure, dans une hypothèse de suspension du contrat de travail non indemnisé, pour lesquels jusqu'à présent, on n'avait jamais connu d'obligation de maintien. Bien au contraire, par principe, les garanties sont suspendues en même temps que le contrat de travail suspendu sans indemnisation. Pour autant, il crée comme ça cette obligation de maintien à la charge de l'employeur. Ce n'est pas une obligation URSSAF, contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure, qui étaient des contraintes pour relever du caractère collectif et donc bénéficier du traitement social et fiscal de faveur. Là, ce n'est pas du tout un texte à dimension URSSAF. On est dans un texte qui relève des obligations de droit du travail qui incombent à un employeur dans ses relations vis-à-vis de ses salariés. Donc, l'employeur a l'obligation de maintenir. Mais après, comment? Eh ben, on n'en sait rien, puisque le texte n'a absolument rien prévu. Il est resté totalement silencieux sur avec ou sans financement patronal, sur quelle assiette, puisque justement le postulat c'est qu'il n'y a plus de salaire. Faut-il modifier les contrats d'assurance et les actes de droit du travail justement pour organiser les modalités, vu qu'elles ne sont pas prévues dans le texte, les modalités de maintien des couvertures dans ces hypothèses-là? Comment faut-il faire? Eh bien, aujourd'hui, on n'en sait strictement rien, raison pour laquelle nous, en tout cas en termes de conseils, on est très, très, très light. On considère qu'il n'y a pas d'obligation de modifier tous les contrats d'assurance pour prévoir un truc, et qui plus est de modifier toutes les normes de droit du travail pour ajouter cette situation-là. Et on trouve que le plus simple en pratique pour un employeur qui serait confronté en pratique à cette situation-là, c'est de faire le plus simple. Et le plus simple, ça nous semble être le dernier salaire, de reconstituer une assiette inexistante sur la base du dernier salaire du salarié concerné et d'appliquer exactement la même cotisation avec les mêmes répartitions employeurs-salariés que pour les actifs classiques. Ça nous paraît quand même le plus simple. Est-ce que vous avez effectivement eu des questions là-dessus? Oui, on a eu beaucoup d'interrogations, parce qu'effectivement, ce texte, il s'est un peu glissé comme ça. Alors, ça fait suite à un amendement sénatorial. Donc, si vous voulez, cette phrase, elle s'est glissée un petit peu comme ça, et sans expliciter vraiment les modalités. Donc, côté organisation, on s'est posé énormément de questions. Déjà, effectivement, sur qui pesait cette obligation? Est-ce qu'elle est effectivement en matière de droit du travail, ou est-ce que finalement cette obligation, elle rebascule un petit peu sur l'assureur qui est tenu dans l'absolu de maintenir ses garanties de protection sociale complémentaires? Et dans ces cas-là, étant donné qu'en plus c'est une disposition d'ordre public, donc on s'est posé la question, qu'est-ce que je fais, notamment si le salarié ne s'acquitte pas de sa cotisation? Est-ce que je suis obligée de lui maintenir? Est-ce que je peux me tourner vers l'entreprise qui va me dire, ah ben non, le salarié il se débrouille, il paye sa cotisation, mais moi je suis un peu pris entre le marteau et l'enclume, puisque je suis obligée de maintenir les garanties de protection, et que finalement cette personne, si je lui suspends ses garanties,
garantie, est-ce que je viens contrevenir à cette disposition d'ordre public, ou est-ce que je mets finalement l'employeur dans une situation compliquée, puisque lui-même, si c'est une obligation qu'il porte lui, je vais me retourner vers lui en disant paye la cotisation du salarié, parce que moi je ne peux pas maintenir de garantie sans cette cotisation, quoi. Donc c'est la question du financement, tout en sachant qu'on s'est même posé la question, doit-il y avoir oui ou non un financement patronal, puisque normalement c'est pas impératif. Donc est-ce que c'est un maintien dans les mêmes conditions? Après, on a tendance, on va dire spontanément, à se dire on maintient les garanties de protection sociale, donc on se dit c'est un ensemble, donc on maintient également le financement, mais c'est pas forcément évident. Certaines entreprises pourront tout à fait dire non, moi j'ai pas envie, il veut pas se faire vacciner ou il a pas de passe sanitaire, il assume les conséquences de ce refus de présentation du passe sanitaire. Alors, on s'est bien évidemment posé la question de qu'est-ce qu'on fait s'il a des trous par mois. Il ne présente pas des bouts de passe sanitaire à droite à gauche. Passe sanitaire, il n'y a pas d'obligation de maintien. C'est pour ça que j'ai bien insisté. Passe sanitaire, il n'y aura pas de souci, parce que c'est vrai qu'il y aura beaucoup plus de problèmes avec le passe sanitaire qu'avec l'obligation vaccinale, en termes de un jour j'ai fait mon test et j'arrive et pendant 3 jours ça marche, et puis finalement après je le refais pas. Mais voilà, c'est assez compliqué. On s'est posé beaucoup de questions. La reconstitution d'assiettes, on s'est tous posé la question, on va pas repartir sur quoi, notamment. Alors, les régimes frais de santé ne sont pas forcément tous spontanément concernés, puisque souvent, ils sont exprimés en pourcentage du PMSS, donc la question ne se pose pas trop. Mais on a eu beaucoup de difficultés sur les garanties de prévoyance, tout en sachant que ce n'est pas du tout notre habitude de maintenir, dans des cas de suspension non indemnisée, des garanties de la sorte. Donc, voilà. Et tout en sachant qu'on s'est effectivement posé la question, est-ce qu'on doit modifier nos contrats d'assurance en conséquence, puisque aujourd'hui, le fait de ne pas le prévoir, c'est exclu. Après, on pourra toujours partir du principe, c'est une disposition légale, qu'on l'écrive ou pas, de toute façon, elle va s'appliquer. Donc, on n'est pas non plus partis tous en se précipitant, en se disant, on va tous modifier nos contrats, parce que sinon, on va pas être au rendez-vous et on va se retrouver dans des difficultés. La disposition, elle est d'ordre public, donc bon. C'est pour ça que si vous n'avez pas de modification dans vos contrats sur ce point-là spontanément, je vous dirais qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je ne pense pas que la majorité des assureurs vont forcément se lancer dans une modification, en tout cas portant sur ce point-là, tout en sachant qu'à nouveau, si vous le formalisez dans le contrat d'assurance, l'obligation, elle bascule un petit peu de l'employeur vers l'assureur, tout simplement, et que à partir du moment où j'ai inscrit cette disposition dans mon contrat, je vais m'engager à la maintenir dans l'absolu. Et effectivement, va se poser la question du financement et de la reconstitution d'assiette, tout en sachant que je n'ai aucun moyen de forcer le salarié qui n'a pas de salaire à régler sa cotisation. On va avoir un problème qui ressemble un peu à la portabilité, c'est-à-dire à qui incombe l'obligation, employeur-assureur, est-ce que l'assureur peut être tenu de maintenir alors même qu'il n'a pas l'argent qui va en face, ça ressemble un peu à tous nos débats à portabilité. Est-ce qu'on va devoir faire de la gratuité? Éventuellement, on s'est posé la question. Après, tout en sachant aussi, on s'est dit, mais le salarié, il n'a pas de salaire. Il se retrouve, du fait de du manquement de cette obligation vaccinale, il se trouve déjà dans une suspension. On lui propose quand même le maintien de ses garanties, parce que vu le contexte, on ne peut peut-être pas non plus tout lui prendre, vu le Covid, c'est quand même assez... c'est pas neutre d'avoir sa couverture frais de santé ou prévoyance en ce moment. Et on s'est dit, est-ce que forcer en plus une cotisation, alors que là, déjà, la personne n'a pas de salaire, on va se prendre une fin de non-recevoir, de toute façon. Donc, puis bon, après, on va toujours dire qu'on est des voleurs, etc. Mais bon, après... voilà, après, c'est très difficile aussi à quantifier. Aujourd'hui, pour la part IPK, on n'est pas très concerné par ce sujet, puisque nos clients ne sont pas forcément concernés par cette obligation vaccinale. Après, en tout cas, nous, à notre connaissance, ce n'est pas le cas, mais on peut tout à fait avoir certains sites, par exemple, ou certains clients qui sont sur des sites qui sont publics, où on peut avoir rencontré cette obligation vaccinale. Donc, bon, pour l'instant, on n'a pas eu encore le sujet, mais... selon les secteurs, oui, la question se pose très sérieusement. Le secteur, par exemple, des hôtels, cafés, restaurants, le secteur du transport, vous avez les pharmacies, tous les établissements hospitaliers ou les établissements d'accueil de personnes âgées, etc., ou médico-sociaux. Là, c'est effectivement très compliqué.
Et donc, pour le coup, tu disais tout à l'heure que vous alliez automatiquement, vous étiez prêt au 1er janvier 2022 à rajouter ce tiret 3 là, sur les suspensions indemnisées, mais Oui. tu nous confirmes que vous n'allez pas, Non. dans cette généralisation d'une modification contractuelle sur les suspensions, rajouter ce cas de suspension non indemnisée. Non, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Alors, je vous dis pas que certains assureurs ne vont pas le faire. En tout cas, côté institution de prévoyance, pour l'instant, c'est pas forcément d'actualité. Ça ne veut pas dire que certaines institutions ne vont pas le faire spontanément, mais en tout cas, c'est pas un mouvement de place. On se précipite pas dessus, tout en sachant qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, on ne sait pas quoi écrire. Parce que, on va dire, on maintient les garanties, certes, mais on les maintient comment, avec quel financement, si vous voulez. Donc, il va manquer un bout du paragraphe. C'est assez compliqué. Et la seule chose qu'on pourrait écrire avec certitude, c'est on les maintient, la rémunération, où le financement va se faire par le biais d'une cotisation, et elle sera payée éventuellement par le salarié et l'employeur, conjointement comme d'habitude. Mais si vous voulez, ça c'est sous réserve que l'entreprise en soit d'accord, et avec la disposition que si le salarié n'acquitte pas de sa part, il sera financé intégralement par l'employeur. Et là, pour le coup, si vous voulez, le paragraphe, il va être un petit peu compliqué. Puis après, vous avez effectivement le sujet, à partir du moment où je le formalise dans mon contrat d'assurance, je vais un peu basculer l'obligation sur moi et me retrouver un peu démunie. Donc aujourd'hui, c'est pas forcément spontanément ce qui va être envisagé au niveau de la place, sauf après exigence des entreprises. On va voir après. Ça dépend, voilà, au cas par cas, selon les secteurs. Vous pouvez même avoir, j'imagine, les branches qui vont se saisir du sujet pour dire, par exemple, que ces garanties seront maintenues, par exemple, à titre gratuit, en puisant tout simplement dans les réserves. Par exemple, ça peut aussi être une possibilité pour contourner le problème, par exemple. Est-ce que vous avez des questions sur le sujet ou ce point-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu en flottement. On ne sait pas trop où on va sur ce point-là. Oui, mesdames, je rebondis sur un sujet, Florence. On en a beaucoup parlé de la crise du Covid. Notre filière, évidemment, a été affectée. On voit un redémarrage de l'activité, ça c'est super. Et on est dans une période assez importante pour la partie protection sociale. On est dans une période de renouvellement. Donc, je voulais rappeler évidemment qu'IPK accompagne ses adhérents, mais si vous n'êtes pas encore adhérent à l'IPK, eh bien, on est aussi là pour vous accompagner aussi avec nos partenaires. Donc, voilà le petit mot que je voulais passer. Je vous laisse continuer. Merci. Merci. Alors, donc, pour le coup, le sujet qu'on a également effleuré tout à l'heure en disant que c'était quand même complètement antinomique et contradictoire d'un côté de créer une nouvelle obligation de formalisation d'une clause qui sort du chapeau, là, avec les 3 tirets. Et de l'autre côté, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a eu un dossier de presse du ministère des Comptes publics le 8 mars 2021 qui avait vocation à faire un peu un point sur les relations administration, les modalités de mise en œuvre des mesures, etc., etc. Dans la continuité de cette loi, donc ESSOC, pour une société de confiance qui a érigé le principe du droit à l'erreur, etc., etc. Il faut être bienveillant, il faut être compréhensif avec ces entreprises et éviter effectivement avec une réglementation aussi complexe de leur sauter dessus et de sanctionner de manière parfois assez disproportionnée par rapport à l'ampleur de la faute. Donc, c'est toute cette logique-là et tout ce mouvement-là. Et dans le cadre, effectivement, de ce dossier de presse, l'une des mesures qui y figurait, comme je vous le disais tout à l'heure, consistait à indiquer que les URSSAF n'avaient pas vocation à fonder un redressement sur la seule violation d'une obligation formelle, que tout ce qui était pure formalisation serait pas du tout mis au premier plan, bien au contraire, et que tout ce qui comptait, c'était la pratique réelle des entreprises et la situation exacte, et pas la simple formalisation ou non d'une clause. C'est pour ça que je vous disais que c'était le cas échéant en contradiction, si on devait considérer, mais ce que eux soutiennent que tel n'est pas le cas, que l'instruction sur les suspensions exigeait une modification pour formalisation de l'intégralité des cas de suspension indemnisée. Donc c'est vrai que ça serait en totale contradiction, raison pour laquelle
défendent le fait que ce n'est pas du tout ça qu'il voulait dire. Donc, vous avez effectivement juste là la mesure numéro 8 de ce dossier de presse qui, notamment l'exemple 1, est assez intéressant en ce qui nous concerne. Dans le cadre de la mise en œuvre d'un régime de prévoyance ou de retraite, l'absence de déclaration de décision unilatérale de l'employeur, DUE, ou l'existence d'une DUE incomplète n'entraîne plus la remise en cause des exonérations. L'analyse des conditions de fond et notamment le respect du caractère collectif et obligatoire du contrat permet d'exonérer de cotisations et contributions les contributions patronales finançant les contrats. Donc, ils insistent bien, donc c'est l'exemple qu'ils prennent, sur le fait que, et c'est ce qui est écrit juste au-dessus, le manquement à de simples obligations procédurales ou de formalisme ne doit plus déboucher sur des redressements URSSAF. Oui, on verra. On verra en pratique. Parce que bon, voilà. Comme disait Charlotte, c'est un dossier de presse et pour l'instant, je ne suis pas sûre que la tendance, le dossier de presse, soit arrivé chez tout le monde. Donc, on verra. Si aujourd'hui, s'ils nous disent que c'est la pratique qui compte, bon, tant mieux. Ça mettra un tout petit peu moins de pression sur les entreprises pour avoir leur acte juridique tout pimpant, rutilant, alors que bon, c'est un petit peu la course à se tenir au courant de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut écrire, à force, et ça devient tellement compliqué que, ne serait-ce que je déjà appliquer correctement, on va dire que c'est déjà une bonne chose. On va commencer comme ça. Exactement. C'est pour ça que ça aurait d'ailleurs du sens. Enfin, c'était complètement une hérésie d'imaginer que quand une entreprise fait super bien les choses au motif que c'est pas complètement écrit, parce qu'elle n'a pas mis à jour sa DUE, parce qu'il y a une mauvaise rédaction, une rédaction ambiguë, c'est complètement délirant et d'ailleurs ça offusque tout le monde de dire que ça peut susciter un redressement alors même que la pratique est correcte. Donc de toute façon, à admettre que ce soit bien appliqué comme tel par les URSSAF, c'est complètement logique de considérer que ce qui compte, c'est la pratique et non pas la rédaction de la norme. Et donc, le dernier point de cette matinée, l'avant-projet de PLFSS 2022. Donc, vous avez sous les yeux une énumération non exhaustive, mais de ce qui nous a semblé être les principales mesures qui intéressent le sujet de la protection sociale complémentaire. Donc, il y en a qui sont plus intéressants que d'autres, mais si on les liste rapidement, et je pense que Florence vous parlera de celle qu'elle préfère, mais je vois qu'elle est prête. Alors, pour le coup, il y aura à l'avenir une facilitation des modalités d'accès, vous savez, à la nouvelle CMU-ACS qui s'appelle la complémentaire santé solidaire, la C2S, une prolongation de la possibilité d'avoir accès dans certaines hypothèses limitativement énumérées, il n'y a pas du tout d'élargissement des situations, mais une prolongation de la possibilité d'avoir accès à des arrêts de travail dérogatoires, toujours dans le cadre des mesures indirectes induites par la crise sanitaire, une harmonisation du régime social et fiscal des contributions versées par un employeur public, donc par l'État, au titre de la protection sociale complémentaire des fonctionnaires, qui, comme vous le savez, est actuellement en réforme globale de ces dispositifs-là. Et donc, il y a dans le PLFSS, il est envisagé de créer une symétrie entre ce qui existe pour les salariés et pour les fonctionnaires. Il y aura la possibilité d'avoir accès aux dispositifs de base, de sécu, de retraite progressive pour des salariés en forfait et des mandataires sociaux, alors qu'aujourd'hui, il n'y avait que les salariés à temps partiel qui pouvaient y avoir accès, et c'est pour ça qu'indirectement, on était privé des mandataires sociaux et les salariés au forfait. Ça sera désormais chose possible. Il y a un report à 2023. Alors ça ne cesse de reporter. C'est vraiment l'Arlésienne. Je crois qu'au début, c'était censé être en 2015, non? Au tout début. Bon, en tout cas, les URSSAF, un jour, sont censés avoir dans leurs compétences, à l'occasion des redressements URSSAF, la possibilité de redresser également les cotisations Agirc-Arrco. On n'est pas pressé que ce jour arrive, parce que le jour où ce jour-là arrivera, ça majorera considérablement le coût des redressements URSSAF. Parce qu'aujourd'hui, un redressement URSSAF n'assujettit à cotisation de sécu que justement pour la partie régime de base de sécurité sociale et depuis peu cotisation chômage, Pôle emploi. Mais l'Agirc-Arrco, ça fait quand même partie des cotisations qui sont susceptibles d'atteindre des montants très élevés, en tout cas pour les hauts salaires. Et aujourd'hui, même si la somme aurait dû y être assujettie, lorsque l'URSSAF redresse
la base, elle n'a pas compétence pour redresser l'Agirc Arrco. Or, l'Agirc Arrco n'a pas de brigade de contrôle, il n'y a jamais de redressement Agirc Arrco, ça n'existe pas. Donc, le jour où les URSSAF auront compétence pour chaque fois qu'ils identifieront une problématique d'assiette de cotisation appliquée à la fois les cotisations de base Sécu et l'Agirc Arrco, ça majorera considérablement le montant des redressements. C'est pas fait, hein, puisque pour le coup, il n'est pas question, a priori, qu'il recouvre les cotisations Agirc Arrco, tant que les structures de cotisation Agirc Arrco, elles ne sont pas toutes simplifiées ou normalisées, puisque vous avez 1000 cas de figure différents, avec des sous-cotisations que l'on pouvait faire, ou des taux majorés, etc. Et pour l'instant, l'URSSAF a refusé de s'occuper de tout ça en disant que c'était incompréhensible et qu'en gros, il fallait qu'on supprime tout ce qui ne rentrait pas dans le moule et qui débordait un petit peu. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est reporté. Et bien, on croise les doigts pour se reporter le plus longtemps possible. Voilà. Un ajustement du financement de la réforme des urgences. Alors là, les bonnes nouvelles, c'est même si maintenant ça fait quelques temps qu'on le sait, il y a eu tout un moment où on a cru que la taxe Covid allait voir son montant majoré pour l'année 2022. Finalement, non. Il n'y a rien de toute façon dans le PLFSS. Ils ne disent pas qu'ils le maintiennent au même niveau, mais c'est qu'il n'y a rien qui majore le niveau. Or, les textes qui prévoyaient le niveau initial, ils existent déjà, donc il n'y avait pas besoin de réécrire. Et donc, de toute façon, il y a eu plusieurs annonces pour dire que non, finalement, il n'était plus envisagé de majorer le niveau et le taux de la taxe Covid. Et puis là aussi, ce ne sont que des annonces qui ne sont pas encore retranscrites pour l'instant dans l'avant-projet de PLFSS. C'est le fait de dire que les consultations de psy vont désormais être prises en charge par la sécurité sociale. Donc, il va y avoir une nomenclature probablement qui va venir les classer dans la LPP, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que les psychiatres qui, parce qu'ils sont médecins, peuvent être déclenchés un remboursement Sécu avec une BR, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas cela pour les psychologues, ils n'ont pas 4. Et pour le coup, voilà, il y a eu ces annonces consistant à dire qu'avec la crise sanitaire, la santé mentale des Français a quand même pris un sacré coup, qu'il y a un besoin extrêmement important d'avoir recours à du soutien psychologique, que tout le monde ne peut pas aller voir des psychiatres. Et d'ailleurs, on n'est pas convaincu que ce soit le rôle de psychiatre de voir toutes les pathologies psychologiques possibles et imaginables. Les psychologues sont tout à fait adaptés pour certains profils de besoin d'accompagnement psychologique. Et c'est la raison pour laquelle il a été annoncé que serait désormais créée une nouvelle prise en charge par la sécurité sociale des consultations de psychologues. Exactement, c'est un peu dans la prolongation de l'expérimentation qui avait été faite auprès des assureurs de demander la prise en charge de 4 consultations par bénéficiaire, surtout notre portefeuille à hauteur de 60 € maximum par consultation. C'est l'idée de poursuivre en fait tout simplement cette disposition, tout en sachant qu'on nous a demandé également de faire une analyse assez fine sur notre portefeuille de la consommation, est-ce que les personnes ont utilisé, est-ce que des garanties existent déjà de ce type, par exemple des plateformes médicales qui vous permettent d'accéder à volonté en permanence à un médecin, voire un psychologue, tel que, je cite Médecin Direct par exemple, qui est notre partenaire accessoirement. Voilà, mais voilà, vous avez toutes ces petites mesures. Après, bon, vous avez d'autres petits points, type maintenant, vous allez pouvoir, les orthoptistes vont pouvoir faire des bilans visuels. Le forfait patient urgence, donc il entrera bien en vigueur au 1er janvier 2022, malgré comment dire, la fédération hospitalière qui bloque des 4 fers dessus, mais bon, tant pis, c'est pas grave, ils devront se mettre en ordre de marche. Vous avez tout un tas de dispositions sur les travailleurs indépendants, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ensuite, après, bon, pas mal de mesures sur l'autonomie. On verra éventuellement ce que ça va donner, tout en sachant qu'on attend, on va dire, là, une version un peu plus consolidée d'ici une semaine, 10 jours, je pense. On aura quelque chose d'un peu plus formé, un peu plus bouclé. On verra à ce moment-là ce que ça va donner. Et surtout, côté le volet financement aussi, qui va poser un énorme problème. C'est a priori très compliqué. On verra. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, que ce soit sur cette dernière partie ou finalement des questions qui sont survenues sur tout ce qu'on a pu évoquer ou toute autre chose? Voilà, on est à votre disposition pour y répondre.
pour les quelques minutes qui restent. En tout cas, Charlotte et Florence, vraiment, je vous remercie pour cette conférence. Merci de nous avoir partagé votre expertise. Si vous nous avez suivis en direct, il vous reste encore un instant pour nous poser vos questions. Si vous nous suivez en replay, vous pouvez également nous adresser vos questions, je dirais, en one-to-one. Vous avez mes coordonnées, donc n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Je ne vois pas de questions. Les remerciements qui sont partagés. Voilà. On va se quitter comme on a l'habitude de le faire, en musique et en vidéo, puisque je vais lancer le film institutionnel d'IPK. Et on se saluera juste ensuite. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît, entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraque. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatiale, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Ton micro, Ludovic. Voilà, je voulais à nouveau vous remercier, mesdames, et puis merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, IPK est à vos côtés, donc on est là pour vous accompagner. Il faut nous solliciter. On déploie notre solidarité au quotidien sur la filière aéronautique. Donc, qui de mieux qu'IPK pour vous accompagner? Merci beaucoup et bonne Merci à fin tous. de journée à tout le monde. Bon appétit. À bientôt. Au revoir. Au revoir, à bientôt. bientôt. Au revoir.